Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Yann Hamon, il est co-secrétaire du groupe local Europe Écologie Les Verts Baie de Saint-Brieuc. Il est avec nous, c'est notre invité politique, il est avec nous en direct et on va donc parler de politique ce matin. Bonjour Yann Hamon. Bonjour Stéphane et bonjour à tous les auditeurs. Alors, quand je disais on va parler de politique, il y a eu cette crise agricole. Alors quand je dis il y a eu, elle est toujours là, la crise agricole. On a vu les agriculteurs descendre dans la rue, sortir des tracteurs, bloquer de nombreux endroits en France. Ça a été le cas ici en Bretagne également. Une souffrance pour les agriculteurs, mais aussi des demandes importantes des syndicats agricoles. Et j'imagine que ça n'a pas été forcément, du point de vue en tout cas d'Europe Écologie Les Verts, forcément un bon message, ces manifestations en termes d'environnement. Alors, les manifestations des agriculteurs, globalement, on les soutient. Le fait que les agriculteurs français aient besoin d'avoir un revenu qui soit plus constant, qu'il y ait des difficultés pour vivre de son revenu quand on est agriculteur actuellement, on en est bien conscient. Et évidemment, nous, on est favorable à un revenu paysan. On est depuis très longtemps opposé aux accords de libre-échange qui amènent à une concurrence déloyale. Donc on a globalement soutenu toutes les manifestations agricoles. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on soutient toutes les revendications de la FNSEA. Et là, dans les revendications de la FNSEA, et notamment dans celles qui ont été acceptées par le gouvernement, on a quelques problèmes, évidemment. Et des choses avec lesquelles on est drastiquement opposé. Voilà. Mais le mouvement agricole lui-même, d'ailleurs, qui n'est pas totalement terminé, hein, vous recevrez nos amis de la Confédération paysanne bientôt, ils sont encore pour certains en train de manifester. Les problèmes n'ont pas été résolus. Donc la crise agricole, elle est réelle. La crise du revenu des agriculteurs, il est réel. Il est absolument pas réglé par ce qui a été donné là. On a quelques mesures d'urgence et un geste dont on va parler évidemment assez aberrant sur les pesticides et les normes environnementales. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais le problème il va demeurer, et la crise agricole telle qu'on la connaît, les difficultés de revenus qui sont créées en fait par le modèle productiviste actuel, hein, qui est soutenu au niveau de la PAC, au niveau par le gouvernement macroniste, tout ça, évidemment c'est pas du tout résolu, donc on risque de voir des retours de crise agricole, et évidemment on soutiendra encore les agriculteurs sur ces revendications-là. Alors avec évidemment des revendications, hein, vous les avez balayées, Yann Hamon, mais aussi évidemment comment arriver à préserver l'environnement et avoir une agriculture plus responsable. Est-ce qu'il faut, j'ai posé souvent la question ici au micro de Bretagne 5, est-ce qu'il faut arriver à une mutation ou un changement de modèle agricole, en particulier dans des régions très agricoles, on pense à la Bretagne? Alors évidemment, on doit arriver à une forme de changement de modèle, on sent bien que la transition elle est enclenchée, simplement. La difficulté, c'est qu'on affiche des objectifs de transition et qu'en même temps, on ne met pas les politiques économiques derrière qui correspondent. Donc quand on a la perspective du Green Deal européen et donc d'une transformation progressive du modèle agricole, mais qu'en même temps, on a une PAC qui rémunère les paysans à l'hectare, donc qui incite à de plus en plus de productivisme, à des fermes de plus en plus grandes et donc mathématiquement à de moins en moins d'agriculteurs. Forcément, là, on est en train de faire des choses totalement incohérentes. Donc c'est ça qu'on dénonce. Nous, on vote contre la PAC. Les gens là qui se prétendent très proches de la réalité des agriculteurs, comme le RN ou les macronistes, évidemment, eux, ils soutiennent la PAC actuelle. Donc ils n'ont aucune crédibilité là-dessus. Nous, on prétend qu'il faut changer de modèle. On appelle à ce qu'il y ait plus d'agriculteurs. Donc, plus d'agriculteurs, avec une production plus saine, avec moins de produits, etc., etc. Donc la transformation du modèle, elle doit passer par de l'environnement d'un côté et des normes peut-être plus importantes et plus partagées, parce qu'il ne s'agit pas qu'il y ait des normes fortes en France et qu'on importe des produits qui n'aient pas de normes. Bon, là, évidemment, ça serait totalement absurde. Mais c'est un modèle global à changer, donc il faut avoir une politique qui soit cohérente. Là, on fait les choses à moitié, puis on met l'environnement en pause. Là, bon, c'est l'écologie populaire d'Attal, ça. On met une pause sur l'écologie. Bravo. Alors, on va en parler de cette pause, entre guillemets, sur l'écologie. Juste un mot aussi sur la simplification, parce qu'on voit les agriculteurs aussi qui croulent sous la paperasserie. Hein. C'est un petit peu aussi une de leurs revendications. Est-ce qu'il faut simplifier les choses aujourd'hui? Est-ce qu'il faut des normes, mais en simplifiant quand même le travail pour les agriculteurs ou pour les paysans? Ah bah, la simplification administrative, ça c'est un problème. Malheureusement, les choses sont toujours un petit peu complexes en France quand on parle d'environnement. On a besoin d'un accompagnement.
Voilà, bon là il se trouve qu'il y a des accompagnements pour avoir les aides de la PAC qui sont fournis par les chambres d'agriculture, tout ça est payant, c'est 300 ou 600 euros pour faire des dossiers PAC dans les chambres d'agriculture. Bon, là, effectivement, il y a un problème. Donc, probablement qu'il faut avoir un accompagnement et administratif, éventuellement une simplification, une numérisation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut abaisser les normes. On ne va pas mélanger le fait que bureaucratiquement ça soit compliqué et les protections environnementales. C'est pas tout à fait la même chose. C'est exactement la même situation qu'on a avec les aides au logement, c'est-à-dire qu'il faut les aides à la rénovation énergétique, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué, c'est des usines à gaz qui découragent les gens, c'est extrêmement, voilà, il faut se lancer là-dedans, c'est très très compliqué, donc il faut que l'accompagnement soit bien meilleur pour qu'on évite, il faut des règles pour éviter les arnaques, on en a vu quelques-unes là sur les changements de fenêtres notamment, donc c'est très important qu'on ait des règles. Maintenant il faut qu'il y ait un accompagnement, bon, on a quand même maintenant des outils numériques, des fonctionnaires qui sont formés qui doivent pouvoir faire ça, peut-être qu'il faut aussi remettre un petit peu d'emploi pour aider à ce type de démarche, quoi. Réintroduire un peu de service public finalement. Ah oui. On va parler d'environnement, là encore en relation avec l'agriculture. Il y a cette pause, vous l'avez dit Yann Hamon, pause sur les pesticides en particulier, en tout cas sur l'environnement plus largement suite à cette crise agricole. C'est un mauvais signal envoyé? Ah mais c'est absolument dramatique. Là, on est en train de faire une pause sur un plan éco-phyto dont on sait déjà qu'il est insuffisant, et pour lequel l'État a été condamné par le tribunal administratif. Donc l'État est censé, au 30 juin 2024, dans quelques mois, là, montrer, dans 4 mois, montrer qu'on a fait des progrès sensibles sur la qualité des eaux, parce que c'est ça, la question des pesticides, c'est la qualité des sols, c'est la qualité des eaux, c'est le nombre d'abeilles. On n'est pas là pour ennuyer les agriculteurs, le problème c'est les conséquences de l'emploi des pesticides et les conséquences à long terme. On se rend compte que des champs qui sont cultivés en bio, on retrouve du DTT, enfin des molécules qui ont 50 ans. Les eaux, 20% des eaux sont contaminées par les pesticides à un niveau assez inquiétant. On a vu le cas avec ce qu'a dû faire Nestlé, enfin ce qu'a fait Nestlé, parce qu'ils n'étaient quand même pas obligés de le faire comme ça, ce qu'a fait Nestlé pour traiter de l'eau de source. Ouais, voilà. Bon, et puis ce qu'on oublie de dire ou qu'on considère comme quelque chose finalement de pas très très important, pourtant tout le monde s'en rend compte. On a la fameuse image du pare-brise. Maintenant, quand on circule sur les routes, on voit plus, on a plus d'insectes. Voilà, on a plus de moustiques. Bah oui, on a 70% des insectes qui ont disparu ces 30 dernières années. 60% des oiseaux des champs, 70% des insectes. Voilà, et ce ne sont pas seulement les chats qui mangent les oiseaux. Non, ce ne sont pas seulement les chats qui mangent les oiseaux, et les insectes, pour le coup, c'est essentiellement l'effet des pesticides. Voilà, il y a ça, il y a évidemment les premières victimes qui sont les agriculteurs, donc l'augmentation des cancers de la prostate. Voilà. Le glyphosate, un cas assez net, ça a été réautorisé pour 10 ans dans l'Union européenne. Là aussi, mauvais signal. Assez mauvais signal, effectivement. Aux États-Unis, on a eu un agriculteur là qui a obtenu 2,2 milliards de dollars de la part de Monsanto parce que son cancer avait été provoqué directement par le glyphosate. Bon, on rend malade les agriculteurs, on détruit la biodiversité. On ne peut pas faire des pauses sur des questions environnementales aussi importantes. Comment vous expliquez, Yann Hamon, qu'on montre souvent du doigt les écologistes, je vais me faire un peu l'avocat du diable en disant oui, ils sont emmerdants, pardonnez-moi le terme, et ils nous embêtent au quotidien, voilà, alors qu'il y a une grande demande finalement de mieux manger, de mieux vivre, et aussi de mieux se protéger quelque part. Bon, disons que désigner des boucs émissaires, quand on n'a pas de projet, quand on est comme le gouvernement macroniste et qu'on n'a pas décidé de rompre avec le néolibéralisme, de rompre avec le libre-échange absolu ou de s'attaquer, parce que la difficulté du revenu des agriculteurs, on peut se poser la question de la part de la valeur ajoutée, donc de qu'est-ce qui est gardé par l'industrie agroalimentaire, qu'est-ce qui est gardé par la grande distribution. Par exemple, on pourrait se poser les questions comme ça. On ne veut pas le faire, puisqu'on a un projet qui consiste à toujours protéger les plus riches et les grandes entreprises. Donc du coup, à qui on s'en prend? Aux agriculteurs. La FNSEA, aux agriculteurs, je voulais dire aux écologistes, mais on s'en prend aussi aux agriculteurs par ricochet. Bon, on s'en prend aux écologistes, c'est une cible facile. La FNSEA, comme ils ont des intérêts aussi, quand on voit que le patron a une ferme de 700 hectares, on n'est pas vraiment dans le modèle de la petite ferme familiale. On est sur des champs qui sont extrêmement traités, on a besoin du libre-échange pour exporter toutes ces productions-là. Et on s'attaque aux pesticides, à la question des normes environnementales, et on s'attaque aux écologistes. C'est facile.
ça donne l'impression qu'on a réglé le problème il n'est pas réglé du tout, simplement on va au contraire mettre les agriculteurs dans de plus grandes difficultés parce que l'épuisement des sols, parce que la disparition des pollinisateurs, on va parler des apiculteurs après, donc voilà. Oui, on va y venir justement aux apiculteurs, on y vient d'ailleurs tout de suite puisque on voit que les apiculteurs manifestent eux aussi de leur côté, ils l'ont fait un peu partout en France hier, pour dénoncer l'utilisation des néonicotinoïdes, ces fameux produits qui tuent les abeilles. Voilà. Donc là, on n'a pas fait de pause dans la mortalité des abeilles. On ne fait pas de pause, là, manifestement. On continue à aller vers des choses qui sont toujours destructrices. Les néonicotinoïdes, c'est utilisé pour les betteraves. Donc là, c'est pour la production notamment de bioéthanol. Bon, il faut qu'on fasse attention avec ces carburants dits environnementaux, parce que c'est généralement pas des solutions extrêmement saines. Souvent pour la mobilité, voilà, il faut qu'on développe autre chose, et la meilleure solution, le plus souvent, c'est d'aller vers une solution où on a moins de voitures individuelles. C'est ça qu'il faut mettre en place, pas aller développer des grands champs de betteraves bourrés de nicotinoïdes pour faire du bioéthanol. Ça va pas être vraiment la solution. Développer le transport collectif, finalement. Transport collectif, les mobilités alternatives, le covoiturage, enfin aller vers une mobilité qui soit différente. Le télétravail, il y a 1000 solutions pour consommer moins d'énergie pour se déplacer. D'ailleurs, je m'éloigne des apiculteurs. On va y venir aux apiculteurs, oui. Évidemment, quand on commence à parler déplacement, quand on commence à parler gasoil en fait routier, on a plein de solutions. C'est pas le cas pour les agriculteurs qui n'ont pas d'autres alternatives que d'utiliser du gazole non routier. Donc autant on peut jouer sur la fiscalité et faire des incitations pour avoir de l'autopartage pour se passer de SUV en ville, autant pour augmenter la fiscalité du gazole non routier, c'est typiquement quelque chose là, pour le coup, il n'y a pas d'alternative. Donc ils font comment ? En fait, c'est un impôt déguisé, quoi. Alors, sur les apiculteurs, il y a ce problème de produits qui tuent les abeilles, et puis il y a un autre problème, c'est l'importation des miels qui viennent d'autres pays. Alors, on ne va pas pointer du doigt tel ou tel pays, mais voilà, qui viennent parfois de très loin, qui ont une empreinte écologique, là aussi, et carbone assez désastreuse. Là aussi, il faut mettre des normes, des protections pour les apiculteurs qui font leur miel ici en France. Ben après, il faut surtout parce que ce qu'on a vu récemment, et ce qui a été beaucoup dénoncé sur les réseaux, c'est du miel qui vient en fait de l'étranger et puis qui est vendu comme étant du miel français. Donc ça, c'est de la fraude. Donc là, il y a un réel problème. Après, sur le libre-échange, bon, nous, ça fait 30 ans qu'on se mobilise contre les traités de libre-échange. Ce qui est important, si on veut faire des échanges, si on veut qu'il y ait un commerce, et on a besoin de commerce, on ne va pas expliquer aux agriculteurs en Champagne, aux viticulteurs qu'ils ne peuvent plus exporter, parce que là, on va avoir des petites difficultés, pareil pour nos fromages. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait un accord sur les règles environnementales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus signer n'importe quoi avec ce qu'ont fait les macronistes, avec le Chili, avec le Brésil. Le fameux traité Mercosur. Voilà, avec la Nouvelle-Zélande, pour les agneaux importés. Bon, là, si on n'a pas les mêmes normes environnementales, si on n'introduit pas des clauses miroirs, ça veut dire qu'on met les agriculteurs dans une situation de concurrence déloyale. Et d'ailleurs, je pense que le problème des agriculteurs, ceux qu'ils ont dénoncé, c'est moins les normes que la concurrence déloyale avec des produits qui n'appliquent pas ces mêmes normes. Donc ce qui est important, c'est quand on fait du commerce international, c'est qu'on ait des protections effectivement pour équilibrer le carbone aux frontières. Si on demande à nos producteurs, que ce soit nos agriculteurs ou nos industriels, de faire des gros efforts sur le carbone, évidemment il faut qu'on puisse taxer les gens le carbone importé, et puis c'est comme ça aussi qu'on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis, pour ce qui concerne le reste des normes environnementales, il y a eu une bonne décision de résolution de cette crise prise par Gabriel Attal, c'était de dire qu'on n'allait plus importer de produits agricoles, de fruits, je crois, traités avec du triaclopine. Oui. Voilà. Ça, effectivement, c'est une bonne idée. Le triaclopine est interdit en France, on n'apporte pas des choses qui sont traitées au triaclopine. C'est ce genre de choses qu'il fallait faire, et pas dire on va faire une pause sur le plan pesticides, sur le plan éco-phyto. Alors il y a aussi quand même des raisons de se réjouir, parce que là vous avez dressé un tableau qui n'est pas forcément un tableau très optimiste. Il y a aussi des choses qui se font sur nos territoires avec un effort des collectivités depuis quelques années pour replanter des haies et reconstituer finalement le bocage que nous avons connu enfant, ou nos grands-parents ou nos parents ont connu. C'est une bonne chose. Alors c'est très important la replantation de haies. Il faut faire très attention aux chiffres qui vous sont donnés, c'est-à-dire qu'on a des milliers de kilomètres de haies qui sont replantées, mais on a
à peu près encore actuellement autant, voire je crois que c'est un peu plus en Bretagne, je sais pas les chiffres exacts, qui sont arrachés. Donc en fait, on n'en est pas. À arracher, finalement. On continue à arracher. Donc on replante beaucoup. C'est vrai que les associations Terre et Bocage, Bresse Bocage, qui sont sur notre territoire, font un travail efficace. Malheureusement, on a aussi de l'arrachage de l'autre côté. Donc le solde est finalement pas du tout au niveau de ce qu'il faudrait. Alors les haies, c'est très important. Ça permet évidemment de développer la biodiversité, c'est encouragé aussi dans les lotissements. On est passé souvent en ville maintenant, dans les petites maisons avec jardin, on est passé de la haie au muret, voire au mur et à la grille. Bon, malheureusement, ça c'est aussi de l'érosion de la biodiversité. Alors évidemment, en termes d'entretien, c'est plus facile. Mais on a des espèces qui poussent assez peu, enfin, on a tout un tas de choses à réinventer pour que la ville aussi puisse être un réservoir de biodiversité et en tout cas les zones périurbaines, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, et pourtant on abat encore des arbres en ville aussi. Alors là aussi il ne s'agit pas de pointer du doigt, mais enfin bon, on a vu beaucoup d'arbres abattus à Paris par exemple, ça a suscité la polémique. Tenez, puisqu'on parle de Paris, une autre polémique, et là ça va directement concerner l'environnement et les écologistes aussi, puisque la consultation citoyenne voulue par la mairie de Paris a abouti à 55% de vote pour le triplement des prix de stationnement pour les SUV à Paris. Alors les SUV, ce sont ces gros véhicules assez lourds que l'on voit dans nos villes, alors pas seulement à Paris, il y en a ici pas très loin, là aussi on ne va pas dénoncer, mais est-ce que c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée finalement de taxer les SUV dans Paris ? Dans Paris. C'est évidemment une très très bonne idée. Il faut voir comment Paris s'est transformé là depuis quelques années sous l'impulsion de David Béliard notamment, mais des écologistes et de la mairie de Paris, pour avoir une mobilité qui soit beaucoup plus fluide. Vous faites la rue de Rivoli maintenant, vous avez des embouteillages de vélos. C'est terminé, on ne voit plus de voitures, on a des tas de vélos qui passent. Je vous dis que c'est beaucoup beaucoup plus agréable quand vous vous promenez. Pour la qualité de l'air, c'est évidemment un grand progrès. Et il reste quelques zones, effectivement on a des gros embouteillages, et il se trouve qu'à Paris, il faut apprendre à partager l'espace, et quand on apprend à partager l'espace, avoir une voiture qui fait plus de 2 mètres de large, dans une ville où on a des millions d'habitants, ça pose un problème. En dehors du coût de l'empreinte écologique et du reste, il y a simplement le problème de l'espace en ville. Donc qu'on soit taxé de manière supérieure quand on prend plus d'espace dans une ville très dense, c'est absolument, pour moi, absolument normal. Ce que je trouve très intéressant ici, c'est ce qu'a essayé de faire la mairie de Paris avec ces histoires de consultation. Là, on est sur un... Évidemment, on va se moquer parce qu'il n'y a eu que 5%, 5,5%. C'était la même chose pour les trottinettes, il y a assez peu de gens qui se déplacent. Mais c'est un début, là. On est en train de lancer un processus démocratique qui, à mon avis, est très intéressant et sur lesquels il va falloir que les collectivités se penchent, parce que sur des questions comme ça, qui étaient peut-être un petit peu hors programme de Madame Hidalgo, se dire... là-dessus, on demande l'avis des citoyens et on se base sur l'avis des citoyens, c'est vraiment une forme de modernité démocratique. Alors, il faut que les citoyens s'en emparent, ça va prendre du temps, il y a de la pédagogie derrière, mais les deux choses sont intéressantes, à mon avis, à la fois réfléchir sur l'impact d'avoir une voiture de plus d'une tonne 6 ou 2 tonnes en électrique. 2 tonnes. 2 tonnes, vous imaginez quand même. Et aussi sur la dimension démocratique. Les deux choses me paraissent très, très intéressantes. Alors on entend souvent les gens de la banlieue parisienne, mais ça vaudrait aussi peut-être pour nos villes ici en Bretagne. Alors on ne parlera pas de banlieue, mais peut-être les personnes qui sont dans la ruralité, qui ont du mal à avoir accès à des transports en commun, souvent ils prennent la voiture et ils rentrent en ville avec la voiture. Est-ce que là aussi il faut repenser, retravailler sur une évolution de ces transports auxquels tout le monde n'a pas forcément accès? Alors là, le maillage du territoire en zone rurale, c'est plus compliqué qu'à Paris. C'est-à-dire là encore, il y a une question de quelles sont les alternatives. Bon, à Paris, si vous vous déplacez en SUV au lieu de prendre le métro, franchement, vous méritez d'être taxé, il n'y a pas de doute. Dans Paris, si vous êtes parisien, là, c'est vraiment vous cherchez quand même. C'est souvent les gens de la banlieue, finalement, qui viennent à Paris. Pas seulement, mais enfin bon, les gens de la banlieue ne sont pas non plus obligés de venir en SUV. Quand vous êtes en banlieue, il y a quand même beaucoup de RER. Alors on va me dire les familles. Je pense que le plus simple quand même pour les familles qui viennent à Paris, ça reste le RER et le déplacement à pied, enfin le métro. On est quand même dans un endroit qui est équipé. C'est pas la même chose quand vous êtes en Bretagne, en centre-Bretagne, dans des zones rurales. Donc là, l'aménagement du territoire va être un petit peu plus compliqué à repenser. On n'aura pas des lignes de métro qui vont faire Quessoy, Carhaix, voilà. Donc là, tout ça, non. Ce serait très bien finalement. Mais ça va pas être vraiment en place tout de suite. Par contre, il faut remettre effectivement un certain nombre
de petites lignes de train en service, parce que là on a un potentiel quand même, on pense à la ligne Saint-Brieuc-Auray par exemple, voilà, qui donnerait la possibilité pour le Crest-Brest d'avoir quand même un accès soit vers Auray, soit vers Saint-Brieuc qui soit beaucoup plus simple. Donc là on pourrait se passer de dizaines de milliers de trajets en voiture. On aura aussi à réfléchir en termes de nœuds d'intermodalité, c'est-à-dire des endroits qu'on pourrait rejoindre peut-être en vélo ou en vélo électrique, et puis ensuite on aura des endroits avec des bus partout. Voilà. Donc là il y a un maillage à faire qui va prendre un peu de temps. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a la possibilité aussi d'avoir plus de pistes sécurisées quand on est relativement proche en périurbain. Vous voyez là, si on veut faire quai soit Saint-Brieuc en vélo, c'est quand même actuellement c'est un petit peu dangereux, mais on pourrait imaginer. C'est compliqué, oui. Voilà, mais on pourrait imaginer. C'est pas très loin en fait. Donc on pourrait imaginer que ça soit sécurisé et qu'on puisse le faire. Moi je serais bien venu en vélo électrique, mais c'est vrai que là, le matin actuellement avec des routes pas sécurisées, on peut avoir un petit doute. Mais voilà. Donc c'est ce genre de choses sur lesquelles il va falloir travailler. Ça va prendre plus de temps en ruralité, et ça veut dire qu'en ruralité, la petite voiture électrique, notamment la petite voiture électrique partagée, va être une bonne solution. Il y a aussi ça qui existe. Voilà. Il y a déjà quelques expériences qui sont menées, qui finalement donnent de bons résultats. Il y a aussi la question des voies vertes. On a aujourd'hui une polémique justement sur cette ligne de chemin de fer Saint-Brieuc-Auray avec une commune qui voudrait voir la ligne de chemin de fer remplacée par une voie verte. Alors, je sais que d'un point de vue écologique, les voies vertes, c'est quelque chose d'important, mais est-ce que des fois, il faut un peu changer son fusil d'épaule, si vous me permettez le terme, et se dire qu'il faut voir l'utile plutôt que l'agréable? Après, il faudrait voir, parce que là, effectivement, Saint-Brieuc-Auray, on sait que c'est pas prévu pour tout de suite, donc est-ce qu'on peut trouver une solution temporaire? Je comprends aussi, la mairie c'est de Saint-Julien qui se retrouve avec une voie désaffectée. Bon, est-ce qu'on peut trouver une solution temporaire pour laquelle il pourrait pour l'instant circuler sur cette voie verte, ou Sablé par exemple, et puis sur cette ligne de train, et puis que quand même ça soit possible de la récupérer après? Ce qu'il faut pas, c'est détruire la ligne Saint-Brieuc-Auray, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la possibilité, pour un coût raisonnable, de la remettre en service. Voilà, c'est ça, je pense, qu'intéressant. Et essayer, a priori, ça va pas être possible de faire les deux au même endroit. Je vous ai évoqué ça la dernière fois. Donc ça veut dire qu'il faut, on peut peut-être proposer quelque chose de temporaire pour la mairie de Saint-Julien. Là, il y a des choses vraiment techniques à regarder. Mais le train, ce qui est certain, c'est que le train, c'est un moyen de transport d'avenir, y compris le train, et en particulier le train du quotidien et les trains régionaux, quoi. On a aujourd'hui aussi des constructions de routes qui sont toujours prévues un petit peu partout en France. C'est le cas de la rocade sud de Saint-Brieuc. Là, on va faire un peu plus local. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Sera-t-elle construite ou pas? Là aussi, c'est une hérésie aujourd'hui de construire des routes autour des villes ou des rocades. Alors, construite ou pas, je pense que Christian Coy a répondu hier en disant que le projet était le tracé initial, donc la construction telle qu'elle avait été imaginée dans les années 90 avec les deux viaducs, c'était un mirage. Je suis totalement d'accord avec lui. C'est quelque chose qui est complètement inenvisageable pour des raisons économiques, parce que c'est un projet. Donc voilà, donc l'estimation du coût est au minimum. On est au minimum à 100 millions d'euros, mais en fait on va être à beaucoup plus parce que on n'est pas certain du sol, parce qu'il y a l'inflation. Bon, c'est insoutenable pour les collectivités d'un point de vue budgétaire. Faut être très clair. On voit que le département des Côtes-d'Armor a d'autres projets à faire pour 100 millions d'euros. Vous pouvez rénover tous les collèges, en faire des choses magnifiques, et puis il vous en reste encore plein pour les EHPAD et pour le social, où il y a vraiment des grosses demandes en ce moment. Donc il y a cet aspect-là. D'un point de vue écologique, je suis désolé, mais on ne peut pas en 2023 se lancer dans des projets comme ça qui vont augmenter le trafic routier. Là, on est dans des projets climaticides, on ne peut pas le dire autrement. On dérègle le climat encore davantage, et du coup, on se demande pourquoi investir autant dans des projets qui vont détériorer encore le climat, alors qu'à côté on investit dans par exemple le Théo, pour qu'on ait un peu plus de mobilité douce. On investit beaucoup d'argent, pas douce, mais qu'on ait plus de transport. Donc pour réduire l'impact de la voiture, on investit des dizaines de millions dans le Théo, et puis on va mettre des dizaines de millions pour qu'il y ait plus de voitures de l'autre côté. Ça n'a pas de cohérence. Il faut avoir un projet d'ensemble qui correspondent aux réalités actuelles. Or là, actuellement, en janvier, il a fait 29 degrés en Espagne. Donc il faut quand même se rendre compte un petit peu de la situation dans laquelle on est, et du fait que le climat, c'est pas une question comme ça subsidiaire. C'est pas parce que les gens n'ont pas forcément toujours le nez sur le climat qu'il faut complètement oublier la notion de carbone. Il y a ça, l'artificialisation des terres,
il y a tout un tas d'arguments qui font que la position prise par le département, c'est une position courageuse, parce que évidemment ça leur ramène quelques problèmes avec les élus locaux et avec quelques citoyens sur place, mais c'est surtout les élus locaux quand même, et aussi une position d'avenir. Voilà. Parfois, le meilleur geste écologique, c'est de ne pas faire certains projets. Il nous reste 3 minutes, on va parler des élections européennes dans 4 mois. J'imagine que les écologistes, j'allais dire sont en marche, pardonnez-moi, c'est pas le jeu de mots, mais en tout cas se préparent pour cette échéance. Là aussi, il y a une urgence à avoir un poids politique à l'Europe, en tout cas à l'Union européenne. On a vu par exemple tout ce dont on a parlé sur l'agriculture. En fait, on voit bien que là, le sujet est très largement traité au niveau européen. Donc c'est très important qu'on ait des écologistes et un maximum de députés européens qui puissent s'opposer aux accords de libre-échange, qui puissent proposer une PAC différente. Alors attention, hein, là, le partage, il est quand même assez clair. Hein. Vous avez les écologistes et nos alliés de gauche qui, eux, la plupart du temps s'opposent, les écologistes tout le temps, mais s'opposent au traité de libre-échange, qui propose une renégociation de la PAC qui aille vers un partage en fonction de l'emploi et non pas en fonction du nombre d'hectares, ce qui changerait radicalement pour le coup les revenus des agriculteurs et qui permettrait d'aller vers une transformation du modèle. Et puis les autres, du RN à Renaissance, en passant par les quelques représentants LR, qui sont toujours du côté... Finalement, alors pas pour le libre-échange, pour le RN, mais en général, ils s'abstiennent, ils s'opposent pas parce qu'ils sont pas d'accord entre eux sur les questions de libre-échange. Mais pour la PAC, de Renaissance au Rassemblement National, ça vote la même chose, ça vote toujours les PAC européennes. Il reste 1 minute. Ça vous inquiète, la montée du RN, justement, dans les intentions de vote ? Ouais, bon, c'est une tendance qui en fait répond à l'usure des macronistes et au fait qu'ils laissent au fur et à mesure qui reprennent les idées du RN, et quand on fait ça, forcément, on n'arrive pas à combattre réellement. Bah oui, c'est inquiétant, évidemment, la montée de l'extrême droite, c'est inquiétant les violences qui viennent de l'extrême droite, mais bon, nous, on n'est pas là pour s'inquiéter, on est là pour proposer des solutions alternatives, et on les propose, et on voit que le clivage, en fait, il se fait de plus en plus entre, d'un côté, les idées écologistes, et puis, de l'autre côté, tout le reste, et les idées de droite plus ou moins nauséabondes qui sont reprises de la Macronie au RN finalement. Yann Hamon était avec nous ce matin, co-secrétaire du groupe local Europe Écologie Les Verts, baie de Saint-Brieuc. Les écologistes, on dit maintenant, je crois. Les écologistes. Voilà, va falloir que je remette mes petites fiches à jour. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin et très belle journée. Merci. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.